En Thaïlande, l'eau, source de vie, est omniprésente. La plaine centrale du pays est traversée par un vaste réseau de canaux appelé klong. Ici, le chemin de fer longe souvent les cours d'eau et les traverse à certains endroits. Endroits restés célèbres, comme le fameux pont de la rivière Kwai. Et si nous prenions un billet de train pour l'ouest de la Thaïlande? Notre voyage nous conduira de fleuve en fleuve. Nous irons vers le Tachin pour allier ensuite Bangkok, situé sur le Chao Phraya. Nous repartirons de Thonburi et ferons escale à Nakhon Pathom, avant de rejoindre Kanchanaburi. Là, nous traverserons la rivière Kwai Yai, puis longerons la Kwai Noi jusqu'à Nam Tok. À la tranchée de Hellfire Pass, nous découvrirons l'ancien chemin de fer de la mort qui conduisait autrefois jusqu'en Birmanie. Au petit matin, en bord de mer. C'est ici que le Mekong se jette dans le golfe de Thaïlande. Les eaux du fleuve s'écoulent depuis les parcs nationaux situés dans le nord-ouest. C'est l'une des 3 grandes artères vitales qui traversent la Thaïlande, un pays tropical et fertile. Voici le marché de Mekong, véritable attraction locale. La nature luxuriante qui entoure la ville fournit une grande variété de fruits et légumes. Noix de coco fraîches! Goûtez ces délicieuses noix de coco! Jintana vend ses fruits sur un étal en bordure de la voie ferrée. La gare s'intercale entre le fleuve et le marché. Nous y accompagnons Charu, un conducteur de train. Venez avec moi. Les meilleures noix de coco, fraîches et savoureuses. Sur les marchés et dans les gares, les acteurs de la vie locale ont quelques notions d'anglais et de chinois. Le Taladrom Oub, surnommé le marché des tentes pliantes, attire des visiteurs du monde entier. Si le train accroche un haut vent au passage, il doit freiner tout de suite. Sinon, il risque d'emporter d'autres stands. Les vendeurs frappent sur la locomotive pour prévenir le conducteur, parce qu'il ne voit pas tout. On s'entraide, comme le font les amis. Il n'y a pas d'embrouille entre les conducteurs et nous. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir un étal pour vendre mes produits. Reviens ici, vite! Ici, on est en sécurité. Attention au train. Vous venez d'où? Italie. C'est dangereux parce que les gens franchissent la ligne rouge pour prendre des photos. Le pire, c'est quand ils prennent des selfies, mais on ne roule qu'à 3 km/h. Alors on peut s'arrêter à tout moment. Ne restez pas là. Depuis que je travaille comme conducteur de train, j'ai vu ce marché évoluer. C'est intéressant. Faites attention. Accrochez-vous. Pour avertir les gens, souvent je leur fais un check. C'est ce qu'on fait au lieu de les chasser. C'est plus sympa. Voilà, c'est fait. Je vis ici depuis mes 5 ans. Et j'en ai 45. Alors, je me suis attachée à ce lieu. Quand je m'absente, ça me manque et je me sens seule. À peine a-t-on quitté la ville que l'eau s'invite de nouveau dans le paysage. Dans la région, toute l'activité tourne autour de la saliculture. Le système des canaux qui alimentent les marais salants existe depuis des siècles. À marée haute, la mer, située à 3 bons kilomètres,
pénètre à l'intérieur des terres puis s'écoule à travers un réseau de bassins. Sous l'action du soleil et du vent, l'eau s'échauffe, s'évapore et sa teneur en sel augmente. Elle se transforme en saumure. On a l'impression que l'air est le même ici que dans les terres. Mais ce n'est pas la même chose. Ici, l'air est plus salé. Quand on sort de la douche, on a tout de suite la sensation d'avoir la peau qui colle. Quand il fait beau et sec, la fleur de sel se forme. Elle naît de la cristallisation du sel à la surface de l'eau. Le vent joue un rôle important, car la fleur de sel se forme dans la direction où il souffle. Ça me plaît de travailler dans les marais salants quand il y a du soleil et du vent. Je fais ça depuis mon enfance. Mes parents y travaillaient déjà. C'est comme ça que je m'y suis mise. C'est comme un héritage qui se transmet à chaque génération, du père à ses enfants et à ses petits-enfants. Quand je pense à tout le travail que nous avons accompli, ça me rend fière. Les bassins des marais salants alternent avec une végétation tropicale luxuriante. C'est un immense terrain de jeu pour les singes. Les macaques sont ici chez eux. Rien ne les effraie, ni les trains, ni la proximité des humains. La ville de Banlem est levée dans un méandre du fleuve Tachin. Elle est desservie par 4 trains quotidiens. La mer n'étant qu'à quelques kilomètres, la pêche est un moyen de subsistance pour beaucoup d'habitants. C'est ici que la ligne atteint son terminus. Après 1 heure de trajet, c'est la fin de notre première étape. De là, nous empruntons le ferry pour traverser le fleuve. Il relie Banlem à Mahachai, une ville où la pêche est un pilier de l'économie locale. Nous avons sympathisé avec un pêcheur et son fils. Ils vont ramasser des mollusques dans l'estran situé à l'embouchure du Tachin. Vas-y, prends le panier. C'est facile de trouver des palourdes. Il y en a plein. Il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. Par contre, quand les chalutiers arrivent, ça fait des dégâts. Ils raclent les fonds marins et ça impacte notamment les mollusques. Dans ces périodes-là, on ne gagne que 200 à 300 bahts par jour, alors qu'en principe, c'est plutôt 1000. Soit l'équivalent de 5 € au lieu de 25. J'ai fait pas mal de métiers, mais en fin de compte, je me suis toujours retrouvé ici. Chez nous, on pêche les coquillages depuis des générations. D'abord, il y a eu mon grand-père, après mon père, maintenant moi, et après, ce sera mon fils. C'est idéal. Je travaille pas loin de chez moi. Ça demande peu d'investissement et ça nous fait vivre toute l'année. Quand on a beaucoup de mollusques de petit calibre, les négociants nous les achètent pour la reproduction. Et les gros, ils les revendent directement pour la consommation. Les pêcheurs fouillent la vase jusqu'à la marée montante. J'aime bien ce travail. Pour se laver, il suffit de plonger dans l'eau et on ressort tout propre. Les palourdes se retrouvent sur les étals du marché de Mahachai. La ville, située sur l'autre rive du Tachin, est un haut lieu de la pêche. Le prochain train est sur le point de partir. Lui aussi va traverser le marché, ce qui donne lieu à un spectacle haut en couleur.
Les trains y passent 8 fois par jour, 4 fois à l'aller et 4 au retour. Prochaine destination, Bangkok. Le convoi traverse un véritable dédale de canaux. Les canaux servent à drainer les cours d'eau toute l'année, pas seulement pendant la saison des pluies. Dans cet espace aquatique hybride, les voies ferrées passent tout près des habitations. Pour les citadins qui vivent dans les maisons sur pilotis, le bateau reste le moyen de transport principal. Nang travaille depuis chez elle pour préparer des desserts qu'elle vend au marché, comme le tap tim krop, une spécialité à base de châtaigne d'eau. Ce sont des plantes aquatiques qui flottent. Pour les cueillir, on arrache toute la botte d'un coup. Elles donnent des fruits qui contiennent une amande comestible une fois qu'elle est cuite. On apporte de la douceur et la couleur aux châtaignes en ajoutant du sirop de grenade. C'est un dessert thaïlandais que nous tenons à préserver. Presque plus personne ne sait le préparer. Les Thaïlandais ne mangent plus aussi sucré de nos jours. Après, on fait la pâte. Elle ne doit pas être trop épaisse. Ça a bon goût, ça sent bon. Et la consistance est bonne. Délicieux. Nang charge les desserts dans sa barque pour se rendre au marché sous l'œil curieux d'un varan malais. Ces gros reptiles aquatiques ont colonisé les canaux de Bangkok. Nous suivons Nang à travers Thonburi, un quartier situé dans l'ouest de Bangkok, qui a des allures de village flottant. On n'a pas l'impression d'être aux portes de la capitale. Au marché, le stand de Nang se trouve juste sous un pont du chemin de fer. Elle ne se lasse pas d'entendre le cliquetis des roues sur les rails. Le toit est doublé, donc on n'a pas trop chaud. Cela fait plus de 30 ans que je viens ici vendre mes desserts. À une époque, on était plus nombreux, mais beaucoup de vendeurs âgés sont morts. Vous voulez du tap tim krop? Oui, s'il vous plaît, mais sans riz. Je me sens bien ici. Et les affaires marchent bien. Si vous voulez goûter de délicieux desserts, venez chez moi. C'est la bonne adresse. Si on n'a pas de bateau pour se déplacer dans le quartier de Thonburi, le train reste la meilleure solution. On est plus vite arrivé que par la route. Une heure plus tard, nous voici déjà au terminus, à la gare de Wongwayan Yai. Elle se trouve non loin d'un immense rond-point où trône la statue de Thaksin le Grand. Au XVIIIe siècle, cet illustre roi a chassé les occupants birmans et il est devenu le premier souverain du royaume de Thonburi. Son successeur a déplacé le centre du pouvoir de Bangkok de l'autre côté du fleuve Chao Phraya. Bang signifie d'ailleurs simplement situé au bord de l'eau. Le lendemain matin, nous restons sur la rive ouest du fleuve pour reprendre le train au départ de Thonburi.
Il faut attendre que l'aiguillage soit réglé, c'est ça? Oui, merci de patienter. Ça y est, c'est calé. Ok, merci. Nous entamons la 3e étape du voyage, la plus longue et la plus spectaculaire, dans l'arrière-pays montagneux du Nord-Ouest. Voie 1 libre. Bien reçu. Il passe à l'instant devant le poste d'aiguillage. Malgré son côté archaïque, ce poste fonctionne encore parfaitement pour gérer le trafic des trains au départ. Ici, certains tronçons des voies ferrées ont 120 ans. Vas-y, fais ta manœuvre. Tu as calé l'aiguillage? Bien sûr, c'est déjà fait. Merci. C'est parti pour la marche arrière. Encore 2 mètres. Encore 1. Ok, c'est bon. Stop. Revoici le fleuve Tachin, que nous traversons de nouveau, mais cette fois, pas en ferry. Bonjour, mesdames, messieurs. Contrôle des billets, s'il vous plaît. Qui n'a pas encore de billets? En Thaïlande, en plus de la 1e et de la 2e classe, il existe une 3e classe. Ça permet aux gens les plus modestes de voyager en train. Les billets les moins chers, subventionnés par l'État, coûtent 5 centimes. Merci. De plus, il existe des wagons réservés aux moines bouddhistes à qui les Thaïlandais vouent un grand respect. Voyager en train, c'est une bonne occasion de méditer. En plus, c'est confortable et ça permet d'économiser de l'argent. Nous, les moines, n'agissons que de manière utile pour la société et sans lui nuire. Ce trajet se prête en effet très bien à la méditation. Par endroits, à voir la manière dont la circulation du train est gérée, on a l'impression de plonger dans le passé. À la plupart des passages à niveau, un gardien est chargé de la surveillance. Les cheminots veillent aussi personnellement à l'entretien de leurs gares, qui sont toujours bien fleuries. Même si la Thaïlande n'a jamais été colonisée, on y ressent une certaine influence britannique qui remonte au début du XXe siècle. Entre autres, la circulation à gauche. Le train est en mouvement permanent. J'observe ce qui se développe et ce qui était là auparavant. Les choses sont reliées entre elles, tout en restant indépendantes. Là, les bâtiments s'agrandissent. Tout change constamment. C'est une base de réflexion sur la manière dont nous cohabitons avec les autres êtres vivants et avec la nature, ici et maintenant, et aussi à l'avenir, sans nous opposer les uns aux autres. Nous arrivons à Nakhon Pathom. Un édifice religieux monumental y attend les visiteurs. Le Prapathom Chedi. Ses 127 mètres de haut en font le plus haut temple bouddhiste au monde. C'est un lieu de pèlerinage très prisé, notamment des Thaïlandais. À l'origine, il y avait ici un site religieux très ancien, laissé à l'abandon dans la jungle pendant des siècles. Il a été redécouvert au XIXe siècle et sur les ruines de l'ancien temple, on a construit l'actuel monument. Laissez-les flotter. Les flammes emportent avec elles les soucis et les pensées négatives. La mienne est déjà loin. Les bougies flottantes sont souvent utilisées dans les rituels religieux thaïlandais.
À Nakhon Pathom se trouve un monastère peu ordinaire. C'est le seul à être dirigé par des femmes. La fondatrice et sa fille, l'actuelle abbesse, sont parmi les premières moniales en Thaïlande à avoir reçu l'ordination complète. Partant du principe qu'elles sont les égales des hommes dans la pratique de leur foi, elles portent l'habit monastique orange. En Thaïlande, une loi interdit l'ordination des femmes. Certaines n'osent pas franchir le pas parce qu'elles pensent que ce n'est pas bien. Elles ne sont pas bien informées sur la question. Bouddha autorise les femmes à le faire, c'est sûr. Ça faisait longtemps que j'en rêvais. Il y a exactement 5 ans que j'ai été ordonnée avec d'autres moniales. La cérémonie a eu lieu au temple de la Mahabodhi à Bodh Gaya, en Inde. J'ai enfin pu réaliser mon rêve. Je suis fière et heureuse de ma vie de moniale. Dans le monde extérieur, j'ai l'impression que les gens se servent les uns des autres et qu'ils propagent beaucoup de médisance. C'est contraire à mes principes. Ça, on le nettoie, d'accord? Et ça aussi, je m'en occupe. Les moniales récupèrent volontiers les matériaux recyclables. Quand les gens nous font des offrandes, parfois ils déposent aussi des emballages. Même s'ils ne nous donnent pas d'argent, cela nous convient. Quand les déchets arrivent ici, nous les trions par catégorie pour le recyclage. Cette bouteille en verre, par exemple, on peut la revendre. Ça permet d'alimenter un peu les caisses pour l'entretien du temple. Ça, par contre, nous ne les vendons pas. Nous les donnons. C'est utile, ils en font des jambes artificielles. Oui, des prothèses. Pendant la guerre du Vietnam, par exemple, il y a eu tellement de bombardements. Et il a fallu faire beaucoup de prothèses. Les moniales récupèrent aussi les sacs en plastique. D'habitude, on en a beaucoup plus. On les fait sécher, puis on les expose pour les montrer aux gens, en espérant qu'à l'avenir, ils ne laisseront plus traîner des déchets par terre. C'est un petit pas pour essayer de faire évoluer la société. Nous sommes fiers de cette action. Les moniales souhaitent aussi vivement que la qualité de l'eau puisse être améliorée. Ce serait bénéfique aussi pour les plantes. En Thaïlande, l'eau du robinet n'est pas potable. Il faut acheter de l'eau en bouteille. Nous, les humains, sommes en vie grâce aux 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Si nous sommes privés d'eau, nous sommes condamnés à mourir. L'eau se trouve partout dans le corps, dans le sang, la salive, les larmes et l'urine. Notre abbesse nous a suggéré de placer les bouteilles d'eau à l'endroit où nous prions matin et soir. Les ondes sonores peuvent transformer l'eau potable en eau sacrée. Retour à la gare de Nakhon Pathom, où cet équipement d'un autre âge est toujours en service. Il s'agit d'un système de jetons métalliques qui permet de réguler la circulation des trains. Jusqu'à la prochaine gare, il n'y a qu'un jeton utilisable et seul le conducteur qui l'a en sa possession est en mesure de circuler. Il ne peut donc y avoir qu'un seul train à la fois sur la voie. Les autorités thaïlandaises ont le projet de moderniser cette technique archaïque. Pour l'heure, l'intervention d'un cheminot
est encore indispensable. Il se rend à l'aiguillage principal. En position à l'aiguillage 1. Mise en place pour le train à destination de Kanchanaburi. Voie 1, libre. À l'arrivée à Nong Pladuk, 3 itinéraires sont possibles. Le premier va vers le nord, le deuxième vers le sud et le troisième vers le nord-ouest dans l'arrière-pays montagneux. Nous optons pour ce dernier. C'est ici que commence officiellement la ligne du chemin de fer Thaïlande-Birmanie, dont la construction évoque un épisode tragique de la Seconde Guerre mondiale. À présent, nous longeons de nouveau le Méklong. La petite ville de Kanchanaburi, à l'ouest de Bangkok, est le point de confluence des rivières Khoi Yai et Khoi Noi. C'est ici qu'elle se jette dans le fleuve Méklong. Allez, vas-y. Avance. Pas si loin. Sur les rives de la Khoi Yai, Che Kwan s'occupe de sa protégée, nommée Gaina. Assieds-toi. Allez, assis. T'as du mal à comprendre, on dirait. Assis. Je l'ai dit combien de fois? Allez. Obéis maintenant. Il faut pas qu'elle aille sur l'autre rive. C'est mieux qu'elle joue ici. Bien. Viens par ici. Elle aime jouer là où c'est profond. D'autres éléphants boivent parfois directement avec la bouche, mais Gaina utilise toujours sa trompe. Les éléphants savent très bien quelle eau ils peuvent boire ou pas. Certains se servent de leur trompe juste pour s'asperger d'eau et s'amuser entre eux. Alors ma belle, ça te plaît? Rien de mieux qu'un bon bain, pas vrai? Allez, on rentre. Gaina vit dans une maison de retraite pour éléphants. Dans ce grand espace protégé, les vieux pachydermes coulent des jours paisibles. Chaque animal est pris en charge et bichonné par un cornac. Gaina signifie littéralement « cocotte sauvage ». Elle n'a de sauvage que le surnom car cela fait bien longtemps qu'elle est habituée à côtoyer les humains. Gaina a 67 ans. Avant, elle travaillait comme animal de trait. Elle devait transporter de lourds troncs d'arbres à la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. Ça fait 10 ans qu'elle vit dans cette réserve. Depuis que je travaille ici, c'est moi qui m'occupe d'elle. Viens. Bouge-toi. Allez, viens. Tu fais encore une pause? Elle n'est pas toujours très obéissante, surtout quand elle n'est pas de bonne humeur ou qu'elle a faim. Mais d'un coup, elle se remet à marcher. On ne peut pas laisser les éléphants faire ce qu'ils veulent, juste parce qu'ils sont imposants. Il faut être ferme. Quand je lui dis de venir, en principe, elle m'écoute. Par ici. Che Kwan lui parle dans la langue des Karen, une ethnie montagnarde à la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. C'est la langue de son enfance. Casse la branche. Vas-y. Allez. Tu n'y arrives pas? C'est pas grave. Tu veux rentrer à la maison? Ou rester encore un peu? Comment dire? On vit ensemble depuis si longtemps. Alors c'est comme si on formait une vraie famille. Retour sur la Khoi Yai et son illustre pont.
Il est devenu célèbre dans le monde entier grâce au film Le pont de la rivière Kwai, dont l'action se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Il relate l'histoire poignante de prisonniers de guerre alliés, contraints par l'armée japonaise à construire un chemin de fer reliant la Thaïlande à la Birmanie. En 1942, les Japonais occupaient la Thaïlande et voulaient contrôler la Birmanie et l'accès à l'océan Indien. À cette fin, ils ont fait construire une voie ferrée pour ravitailler leurs troupes qui combattaient les Britanniques sur le front birman. Les spécialistes des chemins de fer et les historiens thaïlandais ont leur propre vision des événements qui se sont déroulés il y a 80 ans, ainsi que du film sorti en 1957 qui a fait sensation. Multi-oscarisé, il est devenu un classique du 7e art. Le contenu du film ne reflète pas la vérité. L'armée japonaise est présentée comme incapable de construire une voie ferrée et des ponts. Alors qu'en réalité, les Japonais étaient experts dans la construction de telles infrastructures. Ce qui ne colle pas dans le film, c'est d'abord le pont lui-même. Le vrai pont a des fondations en béton et une armature en fer. Alors que dans le film, il est entièrement en bois. Autre chose, dans le scénario, il n'y a qu'un seul pont, alors qu'en réalité, il y en avait 2. Voici des pièces qui ont servi autrefois à la construction de l'ouvrage d'art principal. Cette portion restaurée de l'autre pont est aujourd'hui intégrée dans un musée. L'autre pont, celui en bois, se trouvait en aval. On le voit sur la carte. C'est important de sauvegarder ce qu'il en reste, parce qu'il s'agit de l'original datant de la guerre. Il a été construit peu de temps avant celui que vous voyez là. Les Japonais avaient d'abord construit un pont en bois pour avancer plus vite. Ça leur permettait de transporter sur l'autre rive des équipements de guerre et des matériaux de construction. La fabrication de ces ouvrages montre bien l'efficacité des Japonais. À l'époque, il y avait davantage de ponts dans la région montagneuse à proximité de la Kwai Noi, là où les Japonais ont poursuivi la construction de la voie ferrée. Des passionnés d'ouvrages d'art se sont réunis pour former une équipe de recherche. À l'aide de photos d'autrefois, ils recherchent sur l'ancienne voie ferrée envahie par la végétation des points de repère dans le paysage et surtout des traces de construction de ponts. Regardez cette montagne, là-bas. Le pont devait être un peu plus loin par là. Regardez la façon dont c'est construit. Ils ont apporté tout ce ballast jusqu'ici. Ça a permis de stabiliser la voie. C'est pour ça qu'elle est encore visible aujourd'hui. Dans ce virage, on ne voit pas de garde-corps. Le pont avait sûrement une forme courbe. Je fais des recherches sur l'ancienne voie ferrée parce qu'elle fait partie de l'histoire de Kanchanaburi et de celle de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des choses qu'il faut connaître. J'ai toujours voulu explorer cet endroit depuis mon enfance. Récemment, j'ai trouvé des gens qui partagent les mêmes intérêts que moi sur les réseaux sociaux. Ça bip. Il y a pas mal de fer, on dirait. De vieux morceaux, sans doute. C'est bien possible qu'il y ait eu un pont par ici. Ils utilisaient beaucoup de clous et de pièces de raccordement. Fouillons un peu par là. Voyons voir. C'est profond. Sûrement un gros morceau. Ça y est, on l'a. C'est une pièce en fer utilisée pour la construction des ponts en bois. Elle était composée de 2 parties. Ça devait se fixer en haut et en bas, comme une pince, pour maintenir ensemble 2 tronçons de bois. Cette pièce a sans doute été manipulée par des prisonniers de guerre et d'autres ouvriers qui ont construit le pont ensemble. Et 80 ans plus tard, c'est moi qui la tiens entre les mains. Je suis vraiment ravi de cette découverte.
Après avoir traversé la Khoi Yai, nous longeons à présent la Khoi Noi. Ici, beaucoup d'habitants ne savent pas grand-chose de l'histoire qui s'est déroulée à leur porte pendant la guerre. Ils vivent paisiblement au rythme de la rivière. L'ancien chemin de fer faisait 415 km de long. Seuls 131 km ont pu être préservés le long du cours inférieur de la rivière. Grâce à ces eaux abondantes, le paysage est toujours verdoyant. Les Thaïlandais consacrent une danse aux Nagas, des serpents associés à l'eau et vénérés comme des divinités dans la mythologie hindouiste et bouddhiste. Ils protègent aussi les temples comme celui-ci. Un groupe de jeunes a rendez-vous avec Prakru, l'un des moines du temple. Venez, je vais vous parler d'un pan de l'histoire de notre région. Derrière le temple passait autrefois ce qu'on appelait le chemin de fer de la mort. Les moines en ont restauré quelques mètres. Ils collectionnent aussi des objets qui rappellent cet épisode douloureux. La voie ferrée est sortie de terre en seulement 17 mois, grâce au labeur acharné de 240 000 hommes. 12 000 prisonniers de guerre et 90 000 travailleurs forcés y ont trouvé la mort. Nous voilà sur le chemin de fer de la mort. Mettez-vous à plusieurs et essayez de voir si vous découvrez des choses qui datent de la guerre. Ça, par exemple? Quoi donc? Ce clou. Bien. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Essayez de jouer les détectives. Vous avez trouvé autre chose? Des chiffres. Lesquels? 1, 9, 3. 1, 9, 3 et 5. Ça vous fait penser à quoi? Une année du calendrier bouddhiste? Tu es sûr? Grégorien plutôt. C'est ça. 1935. C'est l'année de fabrication de ces clous. Ils proviennent d'Occident, peut-être d'Angleterre ou d'Allemagne. Inspirez profondément, puis expirez lentement. Prenez une pierre dans votre main. Pensez au fait que chacune d'elles a servi à construire le chemin de fer. Les angles de la pierre ont peut-être des histoires à raconter. Beaucoup de personnes ont perdu la vie pendant ces travaux. On a coutume de dire que chacune des traverses de la voie ferrée correspond à un prisonnier de guerre. Ces hommes ont rendu leur dernier souffle ici, épuisés par la construction de la ligne. C'est le sens de l'expression « une traverse égale une vie », même s'il ne reste aujourd'hui plus qu'un tronçon de cette voie ferrée. En avant. Poussez-le par ici. Le tronçon ferroviaire encore en activité est entretenu régulièrement. Doucement. Avancez encore un peu. Tiens, je te passe la cale. Le frein est bien mis? Doucement, doucement. Maintenant, enlève le frein. À bord de cette machine pour le moins vieillotte, les cheminots s'apprêtent à intervenir sur le viaduc de Huangpo. Ils doivent remplacer des traverses dans le soubassement de l'ouvrage. Une mission périlleuse, d'autant que le viaduc est dépourvu de garde-corps. Il faut d'abord desserrer les boulons. Après, on retire tout le bloc. Faites attention. Les traverses sont vraiment en mauvais état. Sur ce pont, on doit en remplacer chaque année environ 10%. Il y en a de plus en plus qui pourrissent. Pour bien faire, il faudrait reconstruire tout le pont. Le bois et l'humidité, ça ne fait pas bon ménage. Il suffit qu'il y ait une fissure dans le bois pour que l'eau s'infiltre. Après, il se ramollit et finit par pourrir. À toi de jouer. Mais ne va pas trop vite, c'est dangereux. Fais attention à toi. Remonte le câble. Il est sorti de la poulie. Il faut le débloquer et le faire redescendre.
Le fait de travailler à flanc de falaise et sans filet, c'est très risqué. Le moindre faux pas peut entraîner un accident grave. Il faut être très prudent et faire les bons gestes, sinon ça peut être fatal. Plus en arrière. C'est bon comme ça. Descends-le doucement. Maintenant, fais-le tourner. Dans ma famille, on est dans les chemins de fer depuis plusieurs générations. Il y a d'abord eu mon grand-père, ensuite mon oncle et mes frères et sœurs. C'est comme ça qu'est née ma vocation. J'ai toujours voulu travailler dans ce domaine, moi aussi. Oh, Is! Et on pose. C'est dangereux, mais je n'ai pas peur. Sinon, je ne serais pas ici. Il faut faire ces travaux. C'est vital pour la sécurité des passagers. Le viaduc de Huangpo a vu le jour sur ordre des Japonais en seulement 17 jours et 17 nuits, grâce à près de 2000 prisonniers de guerre, 700 Britanniques, 600 Australiens, 450 Néerlandais et 100 Thaïlandais. Ces forçats ont payé un lourd tribut à la construction du viaduc. Beaucoup n'en sont jamais revenus. Ils y ont laissé la vie en creusant péniblement la roche ou en succombant au choléra et à la dysenterie. Nous revenons sur le sentier commémoratif des victimes du chemin de fer de la mort. La tranchée de Hellfire Pass, la partie la plus meurtrière de la voie ferrée, a été choisie par d'anciens prisonniers de guerre australiens pour y créer un mémorial avec le soutien de leur gouvernement. C'est ici que les prisonniers se sont attaqués autrefois au massif rocheux, munis de perceuses à main et de pioches. Impressionnant la hauteur des parois. Tout cela a été créé par les prisonniers. Là, une vieille barre d'acier qui soutient la roche. Vous imaginez la souffrance de ceux qui ont creusé cette tranchée? Jour et nuit, ils ont travaillé d'arrache-pied, au son du martèlement des pioches et à la lumière des torches. D'où le surnom du site, les feux de l'enfer. Tu te mets par terre pour prendre la photo? Une vraie professionnelle. Tu as changé l'exposition? Alors, qu'est-ce que ça donne? Pas mal. Trop sombre en fait. Il suffira de la retravailler un peu. Prends une autre photo de la croix. À leur place, aurions-nous réussi à faire ça et à survivre? Sûrement pas. Fais voir. Joli. Dans le monde, il ne faut pas considérer seulement la paix par opposition à la guerre. Il y a aussi la paix intérieure qui est essentielle. J'espère que ces jeunes le comprendront. Pendant que l'un transpose ses émotions en musique, l'autre choisit le dessin. Si les élèves font appel à leur propre talent pour exprimer leurs ressentis au sujet du chemin de fer de la mort, cela leur donnera davantage confiance en eux. Et cela les motivera pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce lieu incite à la créativité. C'est essentiel pour eux.
Pendant la visite du mémorial, nous avons ressenti la perte, la souffrance et le deuil. Mettez-vous dans un état d'esprit bienveillant et priez. Imaginez de l'eau pure qui coule sur chacun des défunts et pensez à eux qui ont péri dans cet épisode tragique. De la même façon que l'eau est destinée à remplir la mer, le karma que vous envoyez maintenant va agir pour les défunts. L'eau symbolise un cadeau. Nous pensons que l'eau peut créer un lien entre nos prières et le bon karma. Elle joue un rôle essentiel dans de nombreux rituels bouddhistes. Nous voulons offrir un bon karma à tous les êtres vivants. Nous ne souhaitons que le bien. Versez l'eau. Puisse notre karma se répandre largement. Notre train serpente encore le long de la Kwai Noi. Cette ligne, chargée d'histoire, a pour terminus la gare de Nam Tok. Pour nous, ce n'est pas encore tout à fait la fin du voyage. Nous avons la chance de découvrir encore un peu l'arrière-pays. Le moine Prakru nous a autorisés à l'accompagner jusqu'à son lieu de retraite. Un trajet sur des eaux imprévisibles, au propre comme au figuré. Qu'elle tourbillonne ou qu'elle soit calme, l'eau est comme les pensées. Un fleuve peut être lisse en surface, tandis qu'il tourbillonne en dessous. Quand on observe ses propres pensées, on se surprend parfois à en avoir de mauvaises. Ou alors, il y a de l'amour, de la colère, de la tourmente qui jaillissent. Les chutes d'eau tombent d'un point élevé à un point bas. Il en va de même pour nos pensées. Notre esprit succombe facilement à des forces tentatrices. Cela peut arriver si l'on ne se discipline pas. S'agissant des chutes d'eau, voici la plus belle de la région, la cascade d'Erawan, qui s'écoule sur 7 niveaux dans le parc national du même nom. En fait, peu importe où les cours d'eau prennent leur source, car ils se rejoignent. Les petites rivières se jettent dans les grandes et au bout du compte, tout finit dans l'océan. Il en va de même pour nos vies. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Toi aussi, tu finiras dans la mer. Notre train repart lui aussi en direction de la mer. Notre voyage à travers l'ouest de la Thaïlande s'achève dans le silence et la méditation. Ultime surprise, une grotte tapissée de stalactites créée par la force de l'eau. Nous avons fait ce voyage ensemble, mais en réalité, toute la vie est un grand voyage. Il comporte beaucoup d'arrêts. C'est à nous de décider où nous voulons faire halte et ce que nous voulons visiter. Aussi loin que nous allions, la destination finale est la même pour tous. Ô Bouddha, sois vénéré, toi le connaisseur du monde, l'éveillé, le bienheureux.
La seule chose qui reste, ce sont les bonnes et les mauvaises actions que nous avons accomplies en chemin. Celui qui est conscient de cela devrait réfléchir à la manière d'être utile à lui-même et aux autres. Ainsi, lorsque nous quitterons ce monde, la génération suivante gardera au moins un bon souvenir de nous.